7h43 sur France Culture. Ce matin, nous avons décidé de revenir sur le procès des violeurs de Mazan. Comment comprendre que l'horreur puisse advenir dans un couple, monsieur et madame tout le monde a priori. On essaye de comprendre ce qui s'est déroulé, qu'est-ce que ça signifie sur notre société, sur le système pénal. Nous sommes en compagnie de Christelle Tarot. Bonjour Christelle Tarot, vous êtes historienne. On vous doit une somme féminicide, une histoire mondiale que vous avez dirigée. Un ouvrage paru aux éditions de la Découverte et à paraître chez Armand Collin, une histoire des sexualités que vous avez coécrite. Catherine Lemagresse, vous êtes juriste, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Et puis nous sommes également en duplex avec Adèle Bossard. Bonjour. Bonjour. Adèle, vous êtes journaliste à France Bleu Vaucluse. J'ai envie de dire que vous suivez ce procès dès sa genèse, dès lors que l'on a appris de quoi et il était question. Et alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez stupéfiant parce que nous en parlions justement avec ma camarade Catherine Dutu qui fait la revue de presse internationale. La presse internationale s'intéresse à cette affaire. Il y a beaucoup notamment d'articles dans le New York Times. Cette curiosité est-elle là depuis le début ? Alors, pas du tout. Elle est là depuis le début du procès. Le New York Times, par exemple, s'est accrédité dès lundi dernier, donc dès le premier jour du procès. Mais l'intérêt sur cette affaire, avant, il était assez peu présent. En fait, nous, on a appris la révélation de cette affaire en septembre 2021 à France Bleu Vaucluse. Mhm. On en a parlé ensuite régulièrement sur notre antenne, ce qu'on a traité comme un fait divers, mais d'une ampleur incroyable, avec des interpellations de ces hommes accusés de viol comme pendant plusieurs mois. Mais on n'a pas vu forcément de retentissement au-delà du Vaucluse et des médias locaux sur cette affaire, jusqu'au procès où on sentait quelques jours avant qu'il commençait à y avoir de l'intérêt, le New York Times qui s'est accrédité notamment. Mhm. Et je pense que c'est en partie lié au fait que la victime, jusqu'au dernier moment, avait dit qu'elle demanderait le huis clos pour ce procès. Donc on pensait que le procès ne serait pas accessible, Mhm. qu'on ne pourrait pas avoir accès au débat. Et puis finalement, sa position a changé en amont du procès. Elle a décidé finalement le premier jour de refuser le huis clos, de refuser que la Cour prononce un huis clos. C'est ce qui a permis que ce procès soit public, qu'elle, on la voit, qu'elle prenne la parole, qu'elle prenne... cette prise de parole qui a été très forte la semaine dernière, jeudi, où on ne l'attendait pas forcément comme ça. En fait, je crois qu'on s'attendait à une victime très en recul. On ne savait pas si elle serait en état de comparaître à ce procès. On ne savait pas si elle serait en état d'assister à ce procès avec cette salle remplie de tous ces hommes accusés de l'avoir violée face à son mari. Et puis en fait, elle s'est présentée, elle a réussi à parler pendant des heures à la barre. Elle se défend. Je pense que sa figure à elle a fait aussi qu'il y a eu un intérêt grandissant Bien pour ce sûr, procès. on a beaucoup insisté là-dessus. Justement, je vous propose d'entendre un extrait des Pieds sur terre consacré donc à ce procès de Mazan. Et là, il s'agit de Caroline Darian. Caroline Darian est donc la fille de ce couple. On l'écoute. Le couple de mes parents, c'était un couple assez fusionnel, très complice. Mon père, je me souviens, m'emmenait à l'école tous les matins. C'était un papa assez présent. Mais pour moi, j'ai toujours perçu une forme d'irresponsabilité chez mon père, mais surtout sur le plan matériel. Et moi, je commence à noter un espèce de décrochage du côté de ma mère de temps en temps. Je la sens pas très en forme au téléphone. Ça commence courant 2013, mais c'est très ponctuel. Et puis, plus les années vont passer, et plus ça va s'intensifier. On va noter de plus en plus au téléphone des moments où, quand on l'appelle, elle décroche pas, où c'est mon père qui décroche et qui nous explique qu'elle dort, à des heures où ça paraît bizarre. Donc, on est inquiet, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un début de cancer ? Est-ce que c'est pas neurologique ? Est-ce que c'est pas les prémices de la maladie d'Alzheimer ? Enfin, on réfléchit à tout. Mais on est à 10 000 de se dire qu'elle est en danger dans sa propre maison, quoi. La voix de Caroline Darian, un extrait donc des Pieds sur terre. Adèle Bossard, est-ce que c'est comme ça que vous avez appris cette affaire ? Peut-être quelques mots pour la présenter si des auditeurs n'en avaient pas entendu parler.
Nous, cette affaire, on l'a apprise au moment où il y a eu la première vague d'interpellation. Mais les faits, ils remontent donc à septembre 2020. À ce moment-là, donc Dominique Pellicot, il est interpellé dans un supermarché de Carpentras, pas très loin d'Avignon. Il est en train de filmer sous les jupes de plusieurs clientes. Les clientes décident de déposer plainte. Le policier, pendant la garde à vue, donc Dominique Pellicot, explique que c'est parce que sa femme est absente qu'il se sent seul, mais qu'il ne fait pas ça d'habitude. Il est libéré, mais le policier décide quand même de saisir tout son matériel informatique et décide de perquisitionner chez lui, pas très loin de Carpentras, et de saisir son matériel informatique. Et c'est là qu'ils se rendent compte que dans son matériel informatique, il y a notamment un disque dur, qui est le disque dur sur lequel se base aujourd'hui quasiment tout le procès, dans lequel il y a 128 dossiers répertoriés vraiment à la manière d'un documentaliste, avec des noms, des dates, des scènes de sexe. Et à l'intérieur, donc les enquêteurs découvrent, je crois qu'il y a 4000 photos et vidéos en tout. Donc 2 scènes de sexe filmées par Dominique Pellicot, où on voit sa femme inconsciente qui est violée par d'autres hommes. En tout, il y en a 72 hommes différents. 50 qui ont pu être identifiés, qui sont jugés en ce moment. Et donc c'est comme ça que cette affaire, elle démarre. Et donc ce sont les policiers qui apprennent à Gisèle Pellicot ce dont elle a été victime. Elle ne s'est jamais rendue compte de rien. Elle leur redit encore à l'audience la semaine dernière. Ce sont les policiers qui lui apprennent tout et qui lui montrent les vidéos, les photos et les vidéos. Catherine Lemagresse, qu'est-ce que la juriste que vous êtes en pense? Est-ce que ce procès, qui est un procès hors norme à de nombreux égards, pose comme question juridique, et tout d'abord peut-être sur la question donc de la définition du viol? Bonjour. Sur la définition du viol, je dirais qu'elle en pose assez peu. Parce que c'est une définition qui existe depuis longtemps. Alors, on a vu avec les débats que la défense allègue que les mis en cause, les accusés, n'étaient pas conscients du refus de consentement de Madame Pellicot. Depuis une jurisprudence de 1857... Oui, c'est celle-ci dont j'aimerais que vous voilà. vous rappeliez. La Cour de cassation a posé qu'une personne qui dort, en l'occurrence une femme qui dort, c'était l'affaire Dubat, n'est pas consentante. Donc depuis 1857, c'est un problème qui est réglé. Mais alors donc c'est très ancien, mais alors est-ce que c'est ancien et oublié? Est-ce que c'est ancien et... C'est ancien et inscrit par la loi de 1980 dans le droit au titre de l'élément de surprise, puisque le viol, aujourd'hui, c'est tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, etc., je passe, commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Ça veut dire qu'il faut arriver à prouver un de ces 4 éléments-là. L'intentionnalité, elle résulte, on la déduit de l'usage d'un de ces 4 éléments-là. En l'occurrence, quand une personne est inconsciente, dort, est sous l'emprise de produits stupéfiants, elle n'est pas consentante, elle n'est pas en état de donner son accord. Après ça ne veut pas dire que la définition du viol ne peut pas être critiquable. La critique principale que nous sommes un certain nombre à formuler, c'est qu'elle ne porte pas la définition du consentement positif. Et c'est peut-être ça qui permettrait justement aux mises en cause de ne pas pouvoir dire « Ah, j'ai cru qu'elle était consentante ». Si on avait dans le code une définition du consentement positif, on aurait l'obligation de s'assurer que la personne a dit oui explicitement. Donc c'est ça que Or, cela quand on dort, signifie, on ne peut pas dire oui explicitement. Positif, ça veut dire qu'il faut un l'expression d'un consentement libre de toute coercition, éclairé. C'est ce qu'on devrait apprendre à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et c'est ce que, évidemment, les mises en cause ne se sont pas assurées de ce consentement puisqu'elles dormaient. Adèle Bossard, que disent-ils au procès? Tout d'abord, que dit le mari? Comment les choses se déroulent-elles? Lequel mari, d'ailleurs, étant aujourd'hui absent? Oui, le mari est absent depuis lundi pour des raisons de santé. Lui, depuis le début, il reconnaît les faits, il reconnaît tout. C'est même lui qui dit aux enquêteurs où se trouve son disque dur, où se trouvent certains des fichiers. Lui, il reconnaît tout. La question maintenant qui se pose, c'est sur les 50 co-accusés qui comparaissent avec lui. Grosso modo, il y en a que entre 13 et 15 qui reconnaissent les faits. Tous les autres nient le viol. Enfin, ils assurent qu'ils ne l'ont pas violé.
Ce qui se dessine pour le moment dans leur défense, c'est de dire que ça s'est passé dans un cadre libertin, que ce sont des gens qui sont habitués à des rencontres libertines échangistes, qu'ils étaient certains qu'ils allaient voir un couple, que le mari et la femme étaient d'accord, et que le mari et la femme étaient d'accord, que la femme était timide. Enfin, c'est un des arguments avancés, qu'elle était timide, qu'elle avait besoin de prendre des somnifères pour réussir à passer à l'acte avec d'autres hommes. Et donc ces hommes-là, leur défense, c'est de dire « je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas consentante, donc il n'y a pas viol ». C'est comme ça que c'est défendu aujourd'hui. Catherine Lemagresse. Oui, moi ce que je vois, c'est plutôt un droit d'appropriation des hommes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont le droit de le faire. Il y a quand même eu cette phrase d'un des accusés, à partir du moment où le mari avait donné le consentement, c'était bon, je pouvais y aller. Et donc non, le consentement, il ne peut pas être donné par le mari. Et ce droit d'appropriation, d'une certaine façon, il est porté par le droit aussi, puisqu'il n'y a pas cette exigence de recueillir le consentement libre et explicite de l'autre. Ça nous interroge en fait sur chacun, comment chacun de ces hommes a pu penser sérieusement qu'ils pouvaient avoir accédé comme ça à l'intimité de cette femme qu'ils ont traitée comme un objet. Et ça, c'est une question beaucoup plus collective, bien sûr. Catherine Lemagresse, dans ce type de procès, en fait, il y a 3 stratégies de défense. La première, c'est de nier les faits, mais les faits... Il y a des vidéos, c'est pas possible. Impossible. La deuxième, c'est donc de les reconnaître avec... je ne sais pas, une formule pour tenter d'en atténuer la gravité. Et la troisième, c'est d'expliquer évidemment que la victime était consentante, plutôt qu'on la présumait consentante. Et donc, c'est, semble-t-il, une partie de ces hommes a choisi cette troisième stratégie. Ce qui est une stratégie assez intelligente, puisqu'effectivement, le code pénal porte une présomption de consentement qui ne tombe que si on arrive à prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Or, en l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'élément de surprise. Et encore une fois, contrairement à ce qu'un certain nombre de ces hommes pensent, le consentement ne peut pas être donné par autrui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire en voyant une femme sédatée ? C'est tourner les talons, avertir la police. Je rappelle qu'il y a aussi un délit de non-assistance à personne en danger. Madame Pellicot, manifestement, était en danger. Ils auraient dû prévenir les autorités. Certains de ces hommes l'ont fait, Adèle Bossard ? Certains de ces... Alors, Dominique Pellicot a dit qu'il y avait 3 hommes qui, en voyant ce qui se dessinait, ont décidé... Alors, je ne sais plus s'ils sont venus à Mazan et ont fait demi-tour ou s'ils sont juste pas venus. Il y en a quelques-uns qui ont dit pendant l'instruction qu'ils étaient rentrés dans la chambre et puis qu'ils étaient repartis. Et finalement, confrontés à des vidéos, ils ont fini par dire « bah oui, je reconnais que je suis passé à l'acte », alors qu'ils ne le disaient pas jusqu'ici. L'enquêteur notait d'ailleurs que beaucoup de ces hommes refusaient de reconnaître un acte sexuel jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une vidéo. Et que souvent, jusqu'à être confrontés à la vidéo, ils disaient non et puis ils étaient obligés de reconnaître derrière. Une des questions qui est notée aussi pendant ce procès, c'est qu'aucun n'a prévenu la police, même anonymement. Il n'y a eu aucun signalement. Il n'y a aucun de ces hommes qui, devant l'état de détresse de cette femme, n'a signalé, n'a appelé la police. C'est ce qui interroge beaucoup Gisèle Pellicot, notamment, elle l'a redit à l'audience la semaine dernière. Et justement, la question que tout le monde se pose, mais qui est une question très compliquée, Adèle Bossard, qui sont ces hommes ? Alors, ils sont présentés comme Monsieur Tout-le-Monde quand on parle de cette affaire. Je ne sais pas si c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde. En tout cas, c'est des hommes qui sont de plusieurs générations. Le plus jeune, il a 26 ans aujourd'hui. Le plus vieux, il a 74, il me semble. C'est des hommes qui ont l'air de milieux sociaux différents. Qui sont de milieux sociaux différents. Alors, il y en a quand même 17 qui comparaissent détenus, soit par rapport à la gravité des faits, soit parce que certains ont des antécédents déjà de violences conjugales ou de violences sexuelles. Donc, c'est des hommes pour lesquels c'est pas forcément le premier passage à l'acte. Leurs avocats disent beaucoup que c'est des hommes qui évoluaient dans un milieu de rencontres échangistes, de rencontres libertines. Après, ça reste des hommes qui sont, pour certains, mariés, pères de famille. Donc, il y a un peu, voilà, tous ces types d'hommes de la société qui se retrouvent dans cette salle d'audience. Et donc, c'est difficile, voire impossible, comme vous le dites,
Adèle, de dresser un portrait robot de ces personnes qui sont aujourd'hui jugées pour ces faits de viol. Ouais, très difficile de dresser un portrait robot parce que c'est pas des hommes chez qui on sent, je sais pas, une personnalité particulière. D'ailleurs, Dominique Pellicot, quand il est décrit, il est aussi décrit comme un homme très normal. Ses enfants disent que c'est un très bon père. Ouais. On l'a entendu dans la voix donc, de sa fille Caroline. Ce que nous disent aussi les statistiques, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portrait type des mises en cause, il n'y a pas de portrait type des victimes. Et je voulais revenir sur une expression qui a été employée de notion de fait divers. On n'est pas non plus dans une situation de fait divers. Justement, je voulais ça fait revenir... des années que les féministes disent que ce ne sont pas des faits divers, ce sont des violences systémiques, et c'est en tant que violence systémique qu'il faut comprendre, analyser cette reviendra sur pour pouvoir changer. On reviendra sur la terminologie. Elle est effectivement importante dans quelques instants en compagnie de Christelle Tarot, qui est historienne et qui signe Féminicide, une histoire mondiale. Catherine Lemagresse, vous êtes juriste et chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Et Adèle Bossard, notre consoeur de France Bleu Vaucluse. On se retrouve dans une vingtaine de minutes et on va essayer de comprendre justement si c'est un fait divers ou un fait systémique, comme vous dites, Catherine Lemagresse. Et puis, comment on peut inscrire ce procès au sein donc des féminicides et des violences faites contre les femmes. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et on évoque à nouveau ce procès de Mazan, la culture du viol devant la justice. Un époux, a priori bon époux, qui droguait sa femme et conviait des hommes à la violer. Ils sont aujourd'hui devant la justice. C'est ce que vous nous avez raconté, Adèle Bossard, puisque vous travaillez pour France Bleu Vaucluse et vous suivez ce procès. Catherine Lemagresse, vous nous avez rappelé, puisque vous êtes juriste, cette notion qui date du mi-temps du 19e siècle, où il était considéré que le fait donc de s'en prendre à une femme endormie sans son consentement, puisqu'elle était endormie, était une définition même du viol. Et puis Christelle Tarot, vous êtes historienne, féministe, et vous avez notamment dirigé une somme Féminicide, une histoire mondiale aux éditions de la Découverte. Vous avez coécrit également un ouvrage à paraître chez Armand Collin, une histoire des sexualités du 19e au 21e siècle. Christelle Tarot, parlons des mots. On l'évoquait il y a quelques minutes avec Catherine Lemagresse. Ce procès, est-ce que c'est un procès qui relève d'un fait divers? Peut-être d'ailleurs nous dire au début ce qu'est un fait divers. Un fait divers, alors bonjour, merci de votre invitation d'abord. Un fait divers, c'est quelque chose qui alimente à partir du 19e siècle la presse à sensation, et qui a pour intérêt principal, en fait, par des circonstances un peu exceptionnelles, de promouvoir une vision assez sensationnaliste, en gros, des délits et des crimes, pour le dire rapidement. Mais c'est considéré comme quelque chose, finalement, de violent, bien évidemment, et puis de plus ou moins exceptionnel. Voilà. Évidemment, cette définition, on la récuse depuis très très longtemps, la définition qui consisterait à faire... par exemple, d'un procès comme celui-ci, un fait divers, parce que, même si, bien évidemment, les circonstances du dispositif mis en place par Dominique Pellicot sont de fait exceptionnelles, ce que recouvre en fait l'affaire, c'est-à-dire la culture du viol, et le simple fait même d'évoquer la culture du viol montre bien qu'on n'est pas dans quelque chose d'épiphénoménal, mais au contraire de quelque chose de systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous demander de définir tous les mots. Culture du viol, pour vous, qu'est-ce que c'est? La culture du viol, ça participe en fait de ce que j'ai défini comme le continuum féminicidaire, c'est-à-dire toutes les violences que les femmes subissent de la naissance à la mort, dans lequel on a évidemment des catégories de violences qui peuvent être extrêmement différentes. Alors le viol est une violence qu'on pourrait définir aujourd'hui comme évidente, elle ne l'a pas toujours été, bien évidemment.
Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres catégories qui peuvent être mobilisées dans ce continuum féminicidaire. Mais ce que veut dire la culture du viol, c'est que dans nos sociétés, en fait, le privilège masculin est aussi un droit d'appropriation du corps des femmes. C'est ce que rappelait Catherine tout à l'heure, évidemment. Et ce droit d'appropriation, on le retrouve d'une manière très très claire dans la défense des accusés. C'est-à-dire, si le mari consent, eh bien, la femme est évidemment elle-même d'accord pour l'acte en question. Adèle Bossard, vous qui suivez ce procès pour France Bleu, est-ce que c'est ce que vous entendez durant les audiences? Est-ce qu'il y a donc cette manière de considérer que, puisque le mari était là, la femme, elle, était consentante? En tout cas, c'est une défense qui revient régulièrement des avocats de la défense pour certains de leurs clients. De dire, mon client ne pouvait pas savoir que cette femme n'était pas consentante parce qu'il y avait un jeu qui était mis en place avec le mari. Mon client pensait que c'était un jeu dans le couple et que Gisèle Pelicot volontairement prenait ses médicaments pour avoir ses actes sexuels avec d'autres hommes. Ça a été contredit quand même à de nombreuses reprises pendant l'audience par les avocats des parties civiles, évidemment, qui mettent en avant les vidéos, mais aussi par les enquêteurs, globalement par tous ceux qui ont visionné les vidéos, en fait, qui parlent de l'état dans lequel se trouve Gisèle Pelicot sur ces vidéos et qui expliquent qu'elle ne peut pas être consentante dans l'état dans lequel elle est sur ces vidéos. Et oui, puisque finalement, depuis le début du procès, c'est cette femme, dès lors qu'elle a demandé à qu'il n'y ait pas du huis clos, qui se dégage de cette épreuve, celle qu'elle endure aujourd'hui face au procès donc de ces tortionnaires. Et on écoute d'ailleurs à ce sujet ce qu'en disait l'avocate Gisèle Halimi. Vous savez, tout ce qui est clandestin en matière de justice ou spécial est quelque chose qui n'est pas très bon. Mais en matière de viol, nous, dans notre mouvement Choisir, nous tenons la publicité des débats parce que nous pensons que la femme victime ne doit pas se sentir coupable et qu'elle n'a rien à cacher. Que ce qui est scandaleux, c'est pas de dénoncer le viol. Ce qui est scandaleux, c'est le viol lui-même. Christelle Tarot, la voix de Gisèle Halimi. Oui, alors là, évidemment, c'est très intéressant parce que précisément, Gisèle Halimi a apporté une nouvelle manière pour les victimes, pour les femmes victimes de viol, de pouvoir exister dans leur propre procès, d'une certaine manière. Et effectivement, elle a convaincu les deux victimes du procès d'Aix de ne pas accepter le huis clos au prétexte que, en réalité, elle le dit d'ailleurs très bien, Gisèle Halimi elle-même, elle dit finalement, le problème, c'est même pas la condamnation. La condamnation est nécessaire, bien sûr, mais ce n'est pas la condamnation qui est importante. Ce qui est important, c'est de comprendre que le procès d'Aix, et on peut dire la même chose du procès de Mazan aujourd'hui, mais on le dit quand même à plusieurs décennies d'intervalle. 78, 2024, on en est encore quasiment au même point. Ça doit être le procès des relations entre les hommes et les femmes, parce que c'est ça le problème de fond, en réalité. Catherine Lemagresse. Oui, je rejoins complètement Christelle sur ce point-là. C'est que c'est une interrogation qui nous est faite sur mais quelle relation entre les hommes et les femmes nous voulons avoir. Comment ces hommes peuvent être excités par la domination qu'ils exercent à l'encontre de Gisèle Pelicot, qu'ils ont exercé à l'encontre de Madame Pelicot. Et cette domination, elle s'exerce contre les femmes, elle s'exerce contre les enfants. On voit aussi à l'occasion de ce procès qu'émergent un certain nombre de récits d'inceste, et les violences contre les enfants sont encore des violences qui sont gravement sous-prises en compte, alors que c'est extrêmement grave. Je voudrais citer la fin du texte de Lola Lafont, publié dans Libération, que je trouve très beau. En refusant le huis clos, Gisèle exige que nous regardions, que nous lisions, que nous écoutions. C'est bien le minimum, et j'ajouterais que nous changions aussi. Et ce changement, il doit être porté par nous individuellement, collectivement, et bien sûr par des politiques de l'État
affirmée sur ces sujets de violence à l'encontre des femmes et des enfants. L'inceste en filigrane, Adèle Bossard, dans ce procès, on l'a vis-à-vis donc des violences qu'aurait subies le mari dans son enfance et dont a peut-être été victime la fille de Gisèle et Dominique Pellicot. Oui, elle l'a dit lors de son audition en fin de semaine dernière. En fait, il y a donc 2 ou 3 photos d'elle nue à un moment dont elle ne se souvient pas, qui ont été retrouvées dans le matériel informatique de Dominique Pellicot. Elle se dit certaine d'avoir été droguée à son insu par son père également. Mais il n'y a pas de preuves matérielles comme il y en a pour sa mère. Il n'y a pas de vidéo en ce qui la concerne. Dominique Pellicot n'a pas pu être entendu encore. Il est malade donc depuis lundi et il n'a pas pu répondre vendredi. Donc elle ne sait pas. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Elle sait qu'il y a ces photos qui existent, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Quand on parle de violence systémique, Adèle Bossard, vous avez suivi de nombreux procès. Est-ce que ces hommes ont quelque chose de spécifique? Vous nous avez dit qu'ils appartenaient à toutes les classes sociales, qu'ils étaient pratiquement de tous les âges. Ils étaient vingtenaires pour les uns et septuagénaires pour les autres. Bref, n'y a-t-il pas, indépendamment donc des catégories sociales, des catégories socio-professionnelles qui peuvent être très larges, je ne sais pas, une sensation, un profil psychologique, quelque chose de ce genre? Le profil psychologique, ce qui se dégage du dossier d'instruction, c'est que c'est des hommes qui n'ont aucune pathologie psychologique. Ce qui se dégage là au début, ce qui se dégageait en tout cas au début de ce procès, c'est qu'on avait l'impression d'avoir affaire à des hommes qui n'avaient pas forcément conscience de ce pourquoi ils étaient là, qui n'avaient pas forcément conscience d'être dans un tribunal jugé pour des viols aggravés. Il y en a plusieurs d'entre eux qui se sont rencontrés, ils ne se connaissaient pas au début de l'enquête, mais il y en a plusieurs qui se sont rencontrés en détention. Et pour ceux qui comparaissent libres, ils se sont retrouvés le lundi matin en se tapant dans le dos, en se disant bonjour, presque contents de se retrouver. Il y en a un qui est arrivé en retard parce qu'il devait emmener son enfant à l'école. Certains discutaient comme ça pendant l'audience, comme si c'était un moment léger en fait finalement. Ça a complètement changé depuis que les enquêteurs ont raconté dans le détail toutes les scènes de viol qui apparaissent sur les vidéos, et ça a encore plus changé depuis la déposition de Gisèle Pellicot et la déposition de sa fille sur ce que Gisèle Pellicot a vécu et sur à quel point ça l'a traumatisée, évidemment. Mais alors, on parlait par exemple d'absence d'empathie de ces hommes, Christelle Tarot. Oui, mais je crois que c'est un processus assez classique qui va avec la chosification et l'objectification des femmes. C'est-à-dire que évidemment, il faut et on retrouve ça, et peut-être aussi il faut parler de manière connexe à cela, au fait qu'un nombre important de ces hommes semblent avoir été formés sexuellement par la pornographie, qui est une autre entreprise en fait de chosification extrême des femmes, en particulier celle qui est couramment aujourd'hui véhiculée par les plateformes de streaming gratuites, que je ne citerai pas parce que je ne veux absolument pas leur faire de publicité. Et donc, en fait, on a l'impression qu'ils mettent en acte un espèce de script sexuel, qui sont dans un film. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de détachement, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression en fait que c'est eux, mais c'est pas vraiment eux, quoi. Et que c'est elle, mais c'est pas vraiment elle non plus. Et ça ramène aussi peut-être à dire deux choses très intéressantes sur la victime elle-même, parce que Gisèle Pellicot, et c'est assez rare quand même dans les procès de viol, parce que quand même pour en avoir étudié un certain nombre, on se rend compte que ça arrive quasiment jamais. On peut dire que c'est presque la victime idéale entre guillemets, ce qui explique. Pourquoi ? Parce que en général, lorsqu'il y a un procès pour viol, on constate qu'immédiatement la défense des mis en cause ou des accusés, c'est une défense par l'humiliation et la dégradation de la personne de la victime elle-même et d'une délégitimation constante de sa parole. Donc, si évidemment la femme a été victime de viol, c'est parce qu'elle était mal habillée, qu'elle s'est mal comportée, qu'elle n'était pas au bon endroit, pas à la bonne heure, etc. Bon, là, c'est quand même un peu compliqué, évidemment, de défendre cela dans le cas de Gisèle Pellicot, puisque c'est une femme d'un certain âge, qui a une vie
ce qu'il y a de plus rangé, qui est évidemment sédaté au moment des actes. Donc c'est un peu difficile en fait d'avoir ça comme défense, disons. Alors il passe à une chose très intéressante qui est de dire, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est en fait ils n'avaient pas compris en fait qu'elle n'était pas consentante. Donc en gros, si on écoute un certain nombre de ces accusés, c'est en fait le violeur qui n'a pas consenti au viol. Donc c'est une inversion totale de la responsabilité qui est quand même juste sidérante. Christelle Tarot, vous avez étudié les féminicides et ce que vous appelez le continuum qui y mène. C'est un procès malgré tout hors norme. Les faits sont hors norme, en tout cas dans leur révélation. Le reste, impossible évidemment de le savoir. Et ce qu'il y a, à mon avis, de particulièrement frappant, c'est qu'en fait, il y a deux histoires qui se superposent. Oui, il y a deux histoires qui se superposent, effectivement, dans cette affaire. Il est hors norme parce que c'est très, très rare, en fait, dans un procès de viol, qu'on ait en même temps, si j'ose dire, un crime intime et puis un crime exercé par des étrangers. Ça, c'est très important de le préciser, en fait, parce que quand on a des affaires de viol collectif, souvent, ce sont comme ce qui s'est passé en 2016 en Espagne avec ce groupe de La Meute, par exemple, où voilà, ce sont des hommes, plusieurs hommes, qui ont profité d'une victime non idéale, précisément, parce qu'elle était avinée, elle était dehors dans l'espace public, elle avait fait la fête, etc. Donc, évidemment, la défense des agresseurs s'en est donnée à cœur joie, disons. Ou alors, on a une chose classique, oserais-je dire, le viol conjugal. Mais en fait, l'association des deux est très troublante. De surcroît, on a une longévité des faits, sur plusieurs années, et puis bien sûr cette impressionnante cohorte d'agresseurs. Moi, une des images qui me frappe le plus dans celle que j'ai reçue du procès, c'est cette très très longue file d'attente en fait des accusés pour pénétrer dans la salle d'audience. C'est quand même incroyable de voir 50 hommes comme ça qui sont en fait représentatifs d'un microcosme de notre société, et qui disent bien en fait la banalité en fait des violences, en particulier des violences sexuelles exercées contre les femmes. Mais alors justement parce qu'ils sont représentatifs du point de vue socio-professionnel, mais la sociologie n'est pas tout, même si par ailleurs on peut lui rendre hommage à certains égards. Il reste la psychologie de ces personnes. L'absence d'empathie, par exemple, ça n'est bien heureusement pas une caractéristique commune chez tous les hommes. Non, mais bien sûr, heureusement. Et d'ailleurs, ça n'est pas du tout ce que nous défendons. Mais oui, l'absence d'empathie, mais une absence d'empathie qui est construite par la société du fait que, je parlais tout à l'heure de la pornographie, mais je pense aussi qu'il y a dans le système d'écrasement que les femmes subissent et dans le privilège masculin qui entretient en fait évidemment ce système d'écrasement, qui l'entretient et qui en est une conséquence, une incapacité en fait parfois à saisir que les femmes peuvent être autre chose que des extensions, des désirs, des plaisirs et des volontés masculines. Alors ça, évidemment, c'est une question, et c'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles ce procès interroge la France tout entière, pas seulement la France. Et il m'interroge parce que je suis un homme de plus de 50 ans, un homme blanc, et donc, par conséquent, évidemment, cela nous conduit à nous poser un certain nombre de questions. Mais lorsque vous dites, Christelle Tarot, que ce procès est le procès donc d'une situation systémique, d'un viol systémique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière finalement de dire que ces accusés peuvent se décharger de leur faute sur la société en disant voilà, il y a eu un processus d'habituation via la pornographie, via la représentation que j'ai de femmes comme étant des femmes passives, alors qu'en réalité c'est leur culpabilité, leur décision d'avoir décidé bien de rester dans cette pièce alors que certains, très peu, mais certains sont partis. Oui, bien sûr, mais il y a aussi bien sûr le libre arbitre qui entre quand même en cause dans cette affaire. Ça me semble être très important en fait de préciser avec clarté si précisément 1, 2, 3 de ces hommes entrant en fait dans la situation produite par Dominique Pellicot dans la chambre conjugale, on peut l'imaginer, se sont rétractés, c'est-à-dire on dit non, ce n'est pas possible. Après qu'il n'ait pas évidemment prévenu la police, c'est autre chose. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que il était absolument clair, la situation était absolument claire puisque certains l'ont refusé.
En conséquence de quoi, d'autres n'ont pas souhaité entrer dans ce refus parce qu'ils ont une vision très dégradée des femmes. Et je crois qu'il faut qu'on affronte ça aussi. On le voit à de nombreuses reprises dans de nombreuses affaires qui ne traitent pas seulement de la question du viol, bon, les féminicides évidemment, mais de manière plus générale, le cyberharcèlement, la violence misogyne qui traverse encore très majoritairement notre société et qui travaille le social collectivement et individuellement, évidemment. Vous savez, Christelle Tarot, moi ça me fait penser, alors comparaison n'est évidemment pas raison, cela fait quelques années que nous nous connaissons et lorsque l'historien Christopher Browning a écrit Des hommes ordinaires, autrement dit une situation où des nazis devaient perpétrer une Shoah par balle et le commandant du bataillon leur a laissé la possibilité de ne pas se livrer à ces crimes. Certains, très peu, ont renoncé et n'y sont pas allés. Et je pensais à ça en vous écoutant lorsque certains de ces hommes ont décidé de ne pas participer à ces viols. On a en fait une même situation et aussi bien il est important de conserver la responsabilité de ces nazis dont certains ont décidé de se livrer à ces assassinats, autant il est essentiel, comme vous l'avez dit, de restituer leur libre arbitre à ces hommes. Oui, bien sûr. Et moi, je crois que c'est un procès qui interroge la société entière. Les femmes sont malheureusement les pieds dans le cambouis, et particulièrement les féministes, parce que ça fait quand même des années qu'on prêche dans le désert sur ces questions-là quand même, et que souvent, on nous accuse d'hystériser les débats. Donc, alors que je crois que nous n'hystérisons rien du tout. C'est-à-dire que nous voulons construire un monde où on ne sera pas en train de se poser ces questions-là, parce qu'on aura apaisé, si j'ose dire, les relations entre les hommes et les femmes. Ce procès, il est paroxystique, en fait, d'une situation, d'un désastre. Je le dis vraiment d'une manière totalement dépassionnée. Je ne mets pas de passion du tout dans cette affaire. C'est un désastre. Un désastre, ça incarne un désastre des relations entre les hommes et les femmes. Ça dit aussi beaucoup sur le fait que on nous présente toujours et on invite les femmes à faire retour à la maison parce que ça serait un espace sacralisé, de sérénité pour elles, etc. Mais attendez, la maison de Gisèle Pellicot, mais c'est l'antichambre de l'enfer. Ouais, c'est le 7e cercle de l'enfer, quand même. Oui, mais il y a au moins une lueur d'espoir, notamment pour ceux qui ont des enfants, des garçons. C'est le fait de dire, et peut-être qu'on peut l'évoquer, Catherine Lemagresse, le fait de dire à de jeunes garçons qu'une femme qui ne consent pas, qu'une femme endormie, qu'une femme qui a bu, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir un jugement éclairé. Oui, alors là, on passe sur le volet éducatif, préventif des violences. Qui peut être aussi un peu le rôle d'un procès ? Qui est le rôle d'un procès. La loi a une fonction pédagogique, d'une façon générale, de poser l'interdit. C'est pour ça qu'elle doit être claire. C'est pour ça qu'il y a ce changement législatif à entreprendre pour que, précisément, on ne puisse plus dire « je croyais qu'elle était consentante ». J'ai reçu, il se trouve, un guide, là, publié en Ille-et-Vilaine, à destination des collégiens de 5e, grande page, qu'est-ce que le consentement ? Et on nous dit, le consentement, il doit être libre, il doit être éclairé, il doit être explicite, il doit être spécifique et il doit être enthousiaste. Donc oui, apprenons ça à nos jeunes, mais je rejoins ce que disait Christelle Tarot sur l'éducation, et c'est malheureux d'employer ce mot-là, par la pornographie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir ces séances d'éducation à l'école et puis, dans un même temps, savoir que les jeunes consomment de la pornographie à partir de l'âge de 11 ans. Et donc, ont un cerveau qui vrille face à une propagande de haine des femmes, tout simplement. Mais qui n'est pas... Je vais dire quelque chose qui noircit encore l'âme des hommes, mais pour certains de ces hommes très âgés, ça n'a pas dû être le cas. Oui, mais c'est pas seulement des très âgés. Ça commence. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, parmi parmi les accusés, on voit que certains. Bon... Ils le savent. Simplement, ils jouissent de la domination qu'ils exercent. Je rappelle quand même que le groupe sur Coco, le site de recrutement, c'était à son insu. Donc, il y a une solidarité masculine, une complicité masculine dans le fait d'agresser quelqu'un. Un effet de meute. Et puis, je précise quand même, c'est qu'on dit il faut dénoncer. Et puis, les femmes qui dénoncent, et je pense à Isabelle Perrault, Péton-Pinard,
portent le prix en étant condamnés en diffamation après. Donc il faut aussi arrêter toutes les procédures de représailles à l'encontre de celles qui devraient avoir le statut de lanceuse d'alerte. Catherine Lemagresse est juriste et chercheuse associée à l'ISJPS. Adèle Bossard, ma consoeur de France Bleu Vaucluse. Christelle Tarot, on retrouve votre somme Féminicide, une histoire mondiale aux éditions de La Découverte et une histoire des sexualités 19e, 21e que vous avez coécrit chez Armand Collin. Ça sort quand, Christelle ? En octobre, normalement. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Merci.